Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette première vidéo où je vais vous parler d'anthropologie. Ça fait depuis la rentrée que j'ai commencé les cours d'anthropologie et que j'ai envie de vous faire une vidéo qui parle de ce domaine-là. C'est enfin là. Aujourd'hui, on va parler de la bête noire du domaine et on va le voir c'est un peu la bête noire de l'histoire de l'humanité. On va parler d'ethnocentrisme en tout premier dans cette série peut-être future de vidéos sur l'anthropologie parce que c'est un concept que je vais beaucoup réutiliser, qui est très important et qui est très important d'avoir en tête pour aborder l'anthropologie, l'ethnologie et même, on le verra, l'histoire. Comme toujours, ça peut être intéressant de commencer par chercher une définition du terme. On va commencer du coup simple avec un peu d'étymologie. On a d'abord ethno, qui fait référence à l'ethnie, ça ressemble. Ensuite, on a le centre, qui fait référence au centre. Et finalement, le isme, qui définit le fait que le mot soit une doctrine, un principe, quelque chose qu'on applique, si on veut, que ce soit consciemment ou inconsciemment. En mélangeant tout ça, on arrive à une définition qui ressemble à peu près à pratique qui consiste à mettre une ethnie au centre. On commence à y voir plus clair, mais on parle de quelle ethnie ? On parle de quel centre ? Le centre de quoi ? Dans quel contexte ? Bref, en vrai, on n'est pas tant avancé que ça. Je vais donc vous sortir Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss, parce que pourquoi pas, et vous lire un petit passage que je trouve très intéressant. L'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village, à tel point qu'un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie les hommes, impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participent pas des vertus humaines. Ici, ce que dit Claude Lévi-Strauss, c'est que les groupes humains vont avoir tendance à se qualifier d'humains en excluant les autres de ce groupe. Je ne sais pas si vous voyez la distinction, mais ici on a vraiment un peuple qui dit « nous, c'est les humains », donc par extension, tous les autres qui ne sont pas nous, ce ne sont pas les humains. C'est peut-être quelque chose qui ressemble un peu aux humains, qui ressemble un peu à nous, mais qui n'est pas nous. C'est pas juste comme dire « nous, on est l'équipe des brocolis bleus » ou juste on a un nom qui a pas vraiment un grand poids. Là, on dit « nous, c'est l'être humain ». Je sais pas si vous voyez la différence, mais dire « nous, c'est les êtres humains », ça amène quelque chose de beaucoup plus lourd en termes de sens. Donc quand on parle de placer une ethnie au centre, on parle de l'ethnie de la personne qui parle. Dans toutes les cultures, cet ethnocentrisme va se qualifier par une sorte de méfiance, voire parfois même d'une aversion envers les groupes qui ne sont pas nous. On a donc une définition un peu plus fine de l'ethnocentrisme qui fonctionne dans beaucoup de cas, qui dit en gros que c'est un principe qui consiste à rejeter les normes et les valeurs d'un groupe culturel ou d'une société simplement parce que ces normes et ces valeurs sont différentes de celles de notre groupe. Est-ce que cette définition vous rappelle pas quelque chose ? Si, un truc qui commence par xéno et qui finit par phobie. Et oui, c'est quasiment exactement la même définition. On pourrait également parler de la définition usuelle du mot racisme dans le langage courant, qui est plus ou moins interchangeable avec le mot xénophobie, en tout cas au dire des gens qui passent à la télé. La seule différence, c'est que les racistes disent qu'ils sont xénophobes, juste pour paraître plus intelligent en disant un mot qui commence par un X, mais bon, là on divague. Bon, du coup, la différence entre xénophobie et ethnocentrisme, c'est que déjà, l'ethnocentrisme, c'est plus une doctrine, alors que la xénophobie, c'est vraiment, on va dire, une sorte de méfiance ou de peur directement d'une autre culture. C'est forcément négatif, la xénophobie. On a le suffixe phobie qui veut simplement dire peur, quoi. Parce qu'on l'a dit, ethnocentrisme, c'est placer son ethnie, du coup, au centre de notre réflexion pour juger une autre ethnie. C'est quelque chose de plus neutre. On n'a pas mis de hiérarchie entre les ethnies pour le moment. Bien sûr, dans la plupart des cas, l'ethnocentrisme il se caractérise par une hiérarchie où on met le nous au-dessus du autre, ça va de soi. Dans la plupart des cultures, ça fonctionne comme ça. On va donc parler d'un cas un peu plus tricky que je vais appeler ici ethnocentrisme positif. Je sais pas si ce terme existe et je pense pas qu'il soit juste, mais si vous avez un terme qui correspond un peu à ce que je vais dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut m'intéresser, honnêtement. Donc, comme un exemple vaut 1000 mots, je vais vous conter une petite histoire de mon invention. Prenons Thomas, né à Connaître-sur-Loquet dans l'Aude.
C'est un fan du Japon. Il lit plein de mangas, il dit moshi moshi quand il répond au téléphone, il dit même itadakimasu avant de manger. Bref, il adore le Japon. Il a même demandé un kimono à sa mère pour Noël. Vous voyez bien de quel Thomas je veux parler. Thomas, il va certainement jamais dire du mal du Japon ou de la culture japonaise. Il l'adore. Il a même tendance un peu à la glorifier, si on veut. Il va même très souvent comparer la culture japonaise à la culture connaitoise, I guess, en disant que Kyoto, c'est mieux que connaître sur Loke. Bon là pour le coup, je pense que je peux le rejoindre là-dessus. Bon là, on a quelque chose qui n'a pas un énorme impact négatif. La seule personne qui est un peu lésée dans l'histoire, c'est la mère de Thomas qui a dû payer 100 balles pour lui acheter un kimono. Mais ce comportement, ça reste de l'ethnocentrisme. C'est pas comparable à de la xénophobie, parce que là, il y a une véritable glorification d'une culture par rapport à la sienne, mais ça reste une forme de comparaison à sa culture d'origine. C'est une forme de fétichisation du coup. Là, à la différence de la xénophobie et de l'ethnocentrisme qu'on voit la plupart du temps, on place sa culture au centre de notre réflexion, mais comme point inférieur à la culture qu'on observe, en l'occurrence ici la culture japonaise. J'ai pas poussé l'exemple beaucoup plus loin parce que dans le cas de l'ethnocentrisme positif, il y a énormément de choses qu'on pourrait traiter et qui, à mon sens, sont très importantes à traiter, mais je préfère garder cette vidéo, on va dire, courte et facile, et garder ces petits cas mais qui ont énormément d'influence pour plus tard. La définition qu'il faut retenir de l'ethnocentrisme, c'est que c'est une démarche qui consiste à prendre sa culture d'origine comme point de référence pour juger une autre culture. Ce qui est important dans cette définition, c'est le mot « juger ». On pourrait se dire que c'est pas grave de glorifier une autre culture. Et en soi, dans la plupart des cas, ça n'a pas énormément d'impact quand c'est dans le cadre de discussions avec des personnes. Dans la vie de tous les jours, un Thomas qui glorifie le Japon, c'est pas très grave. Ce qui est embêtant, c'est quand l'ethnocentrisme, il s'immisce dans les sciences, en l'occurrence ici dans l'anthropologie. On l'a vu à ses débuts pendant le 19e siècle, quand le courant principal de pensée c'était l'évolutionnisme et qui plaçait les civilisations européennes occidentales au sommet de l'évolution des cultures et des sociétés. À cette époque-là, les évolutionnistes, les anthropologues, la plupart des intellectuels en fait, voyaient les autres cultures comme primitives, comme archaïques, moins avancées, et ont placé l'Occident tout en haut de la pyramide de l'évolution. C'est ce genre de pensée qui a légitimé la colonisation. C'est ce genre de pensée qui a fait que les Occidentaux ont voulu apporter la civilisation aux Amériques et en Afrique. Bref, ce genre de pensée qui a mené à certaines des plus sombres périodes de l'histoire de l'humanité. Donc là où la science se doit de tendre vers une sorte de pseudo-neutralité, l'anthropologie doit faire encore plus attention parce que son objet d'étude, c'est les cultures. Bon, que ce soit les cultures d'ailleurs ou les cultures du proche. Il y a de l'anthropologie du proche, on étudie aussi l'Occident, même si c'est quelque chose de très récent. Parce que du coup, un petit biais ethnocentriste peut avoir d'énormes conséquences, que ce soit sur les simples conclusions d'un auteur, mais aussi sur les pages qu'on devra écrire dans les prochains livres d'histoire.